C'est incroyable comme le mois de mai va vite, comme la fin aussi de notre saison 2020-2021 tire à sa fin. On est rendu à l'avant-dernière émission de la saison. Je vous avais dit que je viendrais vous parler un petit peu avant les émissions jusqu'à la fin de la saison. Eh bien, je tiens parole. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous confirmer. Je vais dire confirmer parce que je vous en avais parlé un peu. Je vous avais dit récemment que très prochainement, les entrevues de Connaissez-vous seraient disponibles sur la plateforme de l'Audiothèque L'Oreille qui lit de Québec. Eh bien, c'est maintenant fait. Les 18 premières entrevues de Connaissez-vous sont maintenant accessibles sur le système de l'Audiothèque. Je sais que par téléphone, c'est la rubrique 644. Et je sais aussi que si vous connaissez ce système-là, vous savez que ça prend un nom d'utilisateur puis un mot de passe pour entrer là. Et pour les autres qui seraient intéressés, soit d'aller écouter des entrevues de Connaissez-vous par ce système-là, ou encore d'accéder à tout le contenu que l'Audiothèque vous propose, parce que vous pouvez écouter là-bas des magazines, des circulaires, des horaires télé et plein d'autres choses. Je pense, là, mais je vous dis ça sous toute réserve, que c'est 15$ par année pour être membre. Et ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a beaucoup de contenu et ça encourage aussi des organismes qui font beaucoup pour rendre accessibles les différentes informations là, à la communauté des non-voyants. Alors, les 18 premières émissions sont là. On s'est entendu, moi et l'Audiothèque, pour pas les télécharger toutes en même temps. Donc, je vous invite à communiquer avec l'Audiothèque si vous appréciez leur service, et ainsi que le fait de pouvoir écouter Connaissez-vous sur leur plateforme. Je vous donne le numéro de Montréal. Je sais qu'il y a un numéro pour les gens de Québec, il y a un numéro 1-800. Là, je ne les ai pas par cœur, mais je vous donne le numéro de Montréal. C'est le 514-393-0103. 514-393-0103. Ce ne sera pas beaucoup plus long que ça pour cette semaine. Je vous laisse avec un invité fort intéressant qui nous a fait une très bonne entrevue qui va, encore une fois, nous amener à des réflexions, à des pistes de réflexion et des pistes de solutions aussi, des fois par la même occasion, par son témoignage et par sa grande générosité. Alors, je vous laisse avec notre invité de cette semaine et je vous reviens en début d'émission de la semaine prochaine pour vous annoncer le nom de notre gagnant ou gagnante de notre concours pour gagner le CD de Katia Darèche. Notre concours est terminé. Ça s'est terminé dimanche le 16 mai à midi. Et la semaine prochaine, je vous communique le nom de la personne gagnante. Alors, bonne écoute et à la semaine prochaine pour le nom de la personne gagnante et aussi pour notre dernière entrevue de la saison 2020-2021. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un homme exerçant un métier fort utile, François Côté. Cette semaine encore, j'ai le plaisir de m'entretenir avec quelqu'un dont le nom vous dira sûrement quelque chose. Et pour ceux dont le nom ne dit rien, vous allez découvrir cette personne-là. Quand même un peu en même temps que moi, parce que moi, c'est sûr que le nom, oui, me dit quelque chose, mais c'est comme tel la première fois, je dirais qu'on se parle. On s'est parlé un peu pour préparer l'entrevue, mais maintenant, on fait l'entrevue et mon invité, il s'appelle François Côté. Tout d'abord, bonjour François. Bonjour Martin. Et merci
d'accepter, malgré là toutes tes occupations. On sait que le temps pour trouver le moment pour faire l'entrevue, ça a été un peu compliqué, mais on y est. Alors, on est en ligne et profitons-en. Exactement. Alors, comme je te le disais un peu avant de commencer l'enregistrement, j'aimerais ça qu'on fasse un petit portrait de toi, un petit survol de ta vie. Comme je le disais, je connais très peu de choses, alors je commence de façon assez globale et tu me racontes ce que tu as envie de raconter et ce que tu considères pertinent pour le projet. Tout d'abord, est-ce que tu es à l'aise de nous dire environ vers quelle année tu es né et à quel endroit? Alors, je suis né dans un petit village de Lotbinière qui s'appelle Saint-Agapi, à peu près à 30 minutes là, de Québec, en 1957. Donc, j'ai actuellement 63 ans. Et concernant le handicap visuel, je suis né avec un glaucome congénital. Donc, mes parents ont appris quand j'avais l'âge d'à peu près 8 mois, que j'étais complètement, complètement non-voyant. C'est arrivé à 2 ans, mais j'avais une petite perception lumineuse avant ça, là, qui permettait de voir un peu les couleurs. Semble-t-il que je nommais quelques couleurs, mais avec des objets qui étaient collés pratiquement là, sur le nez. Là. OK. Donc, et j'étais le 6e d'une famille de 6, donc le dernier. OK, le tout bébé, le petit dernier. Oui. Et ce qui était particulier dans le contexte familial, c'est que ma famille avait un dépanneur qui était dans la maison familiale et mon père était le barbier du village, aussi dans la maison familiale. Donc, tout ça était dans la même pièce avec le barbier, le dépanneur. Donc, chez mes parents, ça bougeait de 7 heures le matin jusqu'à 10-11 heures le soir. Mais c'est ça que j'allais dire, là, deux commerces quand même importants dans la maison. Alors, c'était toujours bondé de monde et chose qu'on connaît plus aujourd'hui, mais peut-être que ceux qui ont mon âge vont pouvoir s'en souvenir. C'était l'époque où tout le monde, ou à peu près, fumait. Donc, c'était emboucané joyeusement de haut en bas dans la maison. Et quand les enfants allaient dormir vers 9 heures le soir, toute la maison était emboucanée. Bref, j'ai dû commencer à fumer très tôt et probablement que sans jamais avoir fumé consciemment à l'âge adulte, j'ai dû quand même être un bon fumeur jusqu'à l'âge de 15 ans. La fumée secondaire, là, comment? La fumée secondaire, tellement il y en avait. Aïe, 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 OK. Donc, il y avait une perception de couleur et ça a commencé quand même à l'âge de 8 mois, là, on s'est aperçu que ta vision était pas ce qu'elle devait être et que tu étais le seul aussi comme ça dans la famille à être... Oui. Et c'est ça, que les frères et sœurs qui étaient plus vieux ou mes parents essayaient de me faire... avec les doigts, de faire bouger devant mes yeux, ils sont aperçus que je réagissais pas là normalement. Et à l'époque, la médecine était ce qu'elle était. Au niveau visuel, on a pu quand même confirmer là, à l'âge de 11 mois que c'était une cécité totale et j'ai subi 21 opérations, interventions chirurgicales entre l'âge de 11 mois et 4 ans. Aïe, 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 OK. Et j'ai dû séjourner, là, c'était des séjours de 2-3 semaines à l'hôpital à chaque fois. Fait que pratiquement entre l'âge de 1 an et 4 ans, ma vie a été partagée à peu près moitié-moitié à la maison et à l'hôpital. Et on a tenté toutes sortes d'interventions. Probablement que
j'ai dû servir d'expérimentation de cobaye à certains moments. Il y a même un médecin de Boston qui était venu une fois à Québec, en tout cas, qui avait fait une intervention. Et tout ça était aussi pour enlever de la pression, parce que le glaucome a comme, pour ceux qui nous écoutent, qui le connaissent bien pour le vivre, ça peut occasionner des douleurs, et c'était mon cas, aller jusqu'à 4 ans. J'avais énormément de douleurs au niveau des yeux, surtout la nuit, quand on tentait de me coucher, la position horizontale accentuait la pression oculaire. Aïe, aïe, et ok. c'était donc mes frères et sœurs et parents se faisaient le relais là, pour me garder assis, pour me permettre de dormir quelques heures. Sinon, c'était assez compliqué. Donc, les interventions visaient aussi à enlever de la pression oculaire. Et est-ce que ça a fonctionné? La vision, non, j'imagine, mais la vision, non. La pression oculaire, à partir de l'âge de 4 ans, ça l'a cessé tout d'un coup, et il y a eu soit une intervention qui a mieux fonctionné, et soit en même temps, il y a eu l'extraction de dents de bébés qui étaient... Bon, enfin, il y a eu... C'est un peu mystérieux, mais à compter de 4 ans, là, la pression a beaucoup diminué. Et la situation s'est améliorée, là. Oui. Okay. Après ça s'est mieux déroulé, là. Et est-ce que tu as des souvenirs de ça un peu, ou si ça t'a été raconté? Est-ce qu'à 4 ans, on commence un peu à se souvenir de passages fréquents à l'hôpital? Est-ce que... Oui, j'ai souvenir de quelques passages à l'hôpital, là, probablement à l'âge de 4 ans, où je me souviens que on me laissait pas jouer avec les autres enfants qui pouvaient quand même jouer au ballon, ceux qui étaient dans ma chambre. On était plusieurs enfants, parce que pour protéger mes yeux, ben oui. Moi je devais rester dans mon lit, et je me souviens que les couvertures devenaient des lacs, des rivières, des petites routes pour mes autos. Bref, je m'amusais avec ce qui était autour. Puis toute l'imagination qui entrait là-dedans là, pour te permettre quand même de t'amuser un peu, là. Oui, et ce qu'il y avait de particulier dans mon cas, le forgeron du village qui était un client de mon père barbier, me connaissait bien, puis j'allais à sa forge de temps en temps pour faire souder des choses de mes jouets, mes projets. En tout cas, il m'accueillait bien, et j'aimais beaucoup tout ce qui était métal, soudure, et je retrouvais dans mon petit lit entouré de barreaux. Ce qui me fascinait, c'est de faire le tour des soudures qui retenaient les barreaux après les barres horizontales là, du lit. OK. Et j'avais même là les formes des soudures. Là, je leur donnais des noms. Un qui ressemblait plus à un poisson, un autre c'était comme un chapeau. Bon. Alors, je me souviens très bien là, de cette exploration-là des soudures. Qui t'intriguait, puis qui te permettait encore là de faire aller ton imagination un peu sur... Oui, puis plus tard, on arrivera à la psychologie, mais plus tard, étant intéressé à ce que peut... à la contribution de l'enfance dans la vie d'une personne adulte, plus tard, je me suis rendu compte que symboliquement, même les soudures qui permettaient de relier ensemble les barreaux, ben c'était aussi un lien avec mon village, un lien avec ce forgeron, M. Bélanger. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette exploration-là qui me ramenait qui faisait un lien entre, si on veut, le séjour à l'hôpital et le milieu familial ou le milieu de village. Un peu tout comme la structure, tout ce que tenait cette structure-là, un peu, puis le lien. Ben, c'est comme si ça contribuait à ma structure intérieure de petit bonhomme
où j'essayais de garder ensemble les morceaux quand, dans le fond, ma vie était morcelée en deux. Alors, ça prenait des soudures internes aussi. C'est ça, Et ben oui. ces liens-là, ben, entre autres, je me souviens que ça, je m'en souviens très bien, là. Ça m'a marqué, donc ça avait une importance à l'époque. Et au-delà des souvenirs d'hôpitaux, puis tout ça, est-ce qu'après ça, comme avec tes frères et sœurs, est-ce que tu pouvais jouer? Est-ce que tu avais des amis aux alentours avec lesquels tu pouvais avoir quand même un certain nombre d'activités, de jeux? Comment ça se passait à Et ce niveau-là? euh, à ce niveau-là, j'ai eu une très grande chance, c'est que j'ai vécu dans une famille, bon, comme je disais tantôt, où il y avait énormément de mouvements. Il y avait du mouvement aussi autour de la maison. Il y avait, même à l'époque, il y avait des clients, certains clients venaient encore avec des chevaux se faire couper les cheveux. Un, entre autres, qui était laitier, il passait le lait avec son cheval, sa voiture le matin, puis après sa ronde de lait, il arrêtait de se faire couper les cheveux ou la barbe. Et donc, il y avait l'exploration de sa voiture, du cheval. Il me faisait toucher son attelage, le cheval. Et j'ai eu la chance de vivre dans une famille où on m'a beaucoup laissé explorer. On ne m'imposait pas de limites et on me les laissait trouver par moi-même. Je dirais même aujourd'hui, je pense que la DPJ s'en mêlerait parce qu'il y a il y avait des explorations quand même assez risquées là, à l'extérieur, mais j'ai eu cette chance de pouvoir manipuler autant un marteau, aiguine, assez jeune, là. Puis c'est arrivé que je m'égratigne, que je me coupe, mais pour moi, mes parents considéraient ça comme normal qu'un enfant qui explore, ben, il se graffigne, il se blesse, il s'égratigne le genou. Puis, C'est ça. Puis tu sais, même ceux qui n'avaient pas de handicap se blessaient de temps en temps. ben, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, j'ai été vraiment béni parce que cette confiance-là qu'on développe enfant dans les déplacements, tout ce qui est kinesthésique, tout ce qui est de la confiance, de l'exploration de tout ce qu'il y a autour, de l'environnement, des escaliers. C'est une confiance qui nous suit après. Et, Ben oui, effectivement, ben oui, parce que à tout le reste de notre vie, après, on a à, à se déplacer puis à dealer avec ce genre de... même que j'ai été demandé en tant que psychologue il y a à peu près une quinzaine d'années dans un colloque provincial sur les garderies, autant c'était un colloque pour autant les CPE organisés que familiaux. Et il y avait plusieurs centaines d'éducateurs en garderie, éducatrices qui participaient à ce colloque-là. Et on m'avait demandé d'intervenir pour donner une conférence là, sur l'adaptation d'une garderie pour des enfants qui ont des limitations fonctionnelles. OK. Et j'avais accepté, mais ce que je leur ai pas mentionné d'emblée, mais que je leur ai mentionné étant sur scène, sur place, c'est que le sous-titre à ma présentation, eux avaient choisi le titre, mais le sous-titre, moi, c'est je réclame le droit aux enfants de se faire mal. Ça l'a amené une réaction dans la salle assez épouvantable. Assez vive, j'imagine, oui. Mais j'ai développé par la suite. Mais pour moi, ce que je l'amène tout de suite comme exemple parce que ayant connu justement toute cette liberté-là enfant, j'ai été appelé à intervenir comme psychologue aussi dans l'intégration scolaire, l'intégration en garderie d'enfants. Et j'étais malheureux souvent de voir comment
on préparait ces lieux-là comme si fallait tout planifier, fallait pas qu'il arrive aucun pépin, fallait qu'on pense à tout. Mais ça devenait tellement gros et compliqué que on planifiait beaucoup de choses qui étaient même pas nécessaires. L'enfant en avait pas nécessairement besoin, mais on s'imaginait tellement ça gros que c'est ce qui faisait que pendant des années, il y a eu des hésitations à accueillir les enfants différents. À cause de toute la lourdeur de la planification? Ben oui, puis qui était pour les trois quarts inutile, là. Effectivement, c'est fou, ben oui. Un enfant non-voyant, là, à partir du moment où l'échelle de la petite échelle qui mène à la glissoire dans la garderie, il y a 2 petites rampes déjà de prévues, là. Il est très bien capable de fonctionner avec ça. Il n'y a pas besoin qu'on rajoute d'autres barreaux plus... Bref, souvent, l'équipement était beaucoup trop lourd sans même avoir rencontré l'enfant, puis voir comment il se débrouillait d'office par lui-même. Alors, ça, j'ai été amené à intervenir souvent pour alléger les processus là, scolaires où on voulait adapter tous les escaliers de l'école quand l'enfant il allait en emprunter 3 puis qu'il était capable de savoir exactement où étaient les escaliers puis planifier tranquillement d'arriver pas trop vite dans le haut ou dans le bas. Bref, c'était souvent beaucoup trop lourd. Hey, ça devait être vraiment périlleux, puis effectivement, dans des escaliers dans une école, il peut en avoir plusieurs, puis vaut mieux que le jeune apprenne à fonctionner dans un escalier tout à fait normal que d'avoir des adaptations. Puis le jour où il arrive à une qui n'a pas d'adaptation, ben là, il est perdu, puis il y a un risque de se blesser, mais s'il s'est adapté... C'est ça, s'il sait utiliser un escalier, peu importe où elle est, de façon sécuritaire, c'est beaucoup plus gagnant pour l'avenir, puis pour les différents lieux qu'il va fréquenter par la suite. Et ça vaut pour beaucoup d'adaptations d'ailleurs. C'est ça, là on parle d'escalier, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. Et toi, ton arrivée à l'école, comment ça s'est passé, François? Il s'est passé une situation particulière, c'est que je devais aller à Nazareth comme la plupart des jeunes de l'époque au Québec. Et juste comme je devais faire mon entrée en septembre, mes parents ont entendu parler d'un projet d'école qui allait démarrer 1 an plus tard à Charlesbourg, ici à Québec. OK. Alors, ils ont fait le choix de me faire attendre 1 an plutôt que de m'envoyer à Montréal et de me faire commencer. Finalement, j'ai commencé ma première année à 8 ans à Charlesbourg, parce qu'on a attendu que cette école-là vienne et commence. C'était un projet pilote. On était 7 élèves au départ, là, la première année. Puis après ça, il y a eu extension, il y a eu des années qui se sont rajoutées. Bref, j'ai fait tout mon primaire et mon secondaire à Charlesbourg. Et là, c'était de faire un peu comme Nazareth pour les personnes non-voyantes? La différence, c'était qu'on vivait en foyer d'accueil pour ceux qui venaient de trop loin, comme c'était mon cas. Je vivais en foyer d'accueil la semaine et on pouvait revenir dans nos familles la fin de semaine. Pour ceux qui demeuraient pas trop loin. Donc, il n'y avait pas un pensionnat, mais c'était une école spécialisée où on apprenait en même temps que les matières, là, le braille et les adaptations du moment. Oui. Donc, c'était... et même si de mon côté, j'étais pas allé à l'école de 6 ans à 8 ans, le milieu familial était tellement riche en toutes sortes d'expériences que, quand je suis arrivé en première année, je savais déjà additionner
même des petites divisions, multiplications simples. Là. C'était un milieu qui, à la maison, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Là. Calculer le coût des bouteilles de liqueur. Je m'occupais souvent, j'aimais beaucoup participer aux travaux là, de la maisonnée. Donc, remplir la machine à liqueur, descendre les bouteilles vides au sous-sol, remonter des sacs de chips pour remplir ce qu'on appelait, nous, le support à chips. Là. Oui, c'est que là, ça, pendant ce temps-là, tu as pu quand même apprendre des notions qui t'ont servi à l'école. Oui, de toutes sortes puis surtout, je développais le goût de participer, puis de plusieurs habiletés, d'abord sociales, parce que j'étais en contact avec beaucoup de la clientèle que je connaissais. C'était même plusieurs s'amusaient à me faire deviner leur nom quand ils arrivaient. C'est qui arrive là? Bon. Puis là, quand pour plusieurs, c'était tellement familier que je les reconnaissais tout le temps. Et là, j'avais en prime une petite palette de chocolat, une liqueur. Fait que j'étais un bon client pour mon père parce que je me faisais offrir plein de choses par la clientèle. Et qui faisait que c'était pas l'idéal pour ce qui est de la qualité des dents et de la qualité nutritive. Mais à l'époque, mes parents s'en souciaient pas vraiment. C'est ça, c'était pas comme aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui. Non, c'est ça. Donc, c'était quand même un contexte où j'ai pu développer beaucoup d'habiletés relationnelles qui m'ont suivi, là, qui m'ont grandement aidé à l'intégration et scolaire et après ça au milieu du travail. C'est resté un milieu très riche. Et par contre, le départ du noyau familial, est-ce que ça a été un gros choc? Ça a été très difficile parce que je partais d'une famille très libérale, comme je le disais tantôt, où je pouvais beaucoup explorer. Puis je suis arrivé dans une famille d'accueil où c'était beaucoup plus strict et il y avait les règles d'ordre dans la maison étaient beaucoup plus strictes et j'ai beaucoup, surtout la première année, beaucoup vécu d'ennui d'un milieu riche comme ça, arrivé dans une famille que je connaissais pas en fait. Les gens étaient gentils, mais c'était quand même pas mon milieu, avec un milieu scolaire aussi qui était restreint. Donc, ça a été très difficile. La première année a été extrêmement difficile. Okay. Mais après, on se familiarise, puis ça s'est atténué un peu, là. Est-ce que tu es resté toujours dans la même famille? Est-ce que ça a été stable? Je suis resté 3 ans dans une première famille. Après, je suis déménagé 6 ans chez une de mes tantes, mais là, c'était loin de l'école. Donc, ça m'amenait à faire un long trajet d'1h30 le matin en minibus et d'1 heure le soir, là, pendant 6 ans. Et le secondaire 4, j'ai rechangé de famille. Puis en secondaire 5, là, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et je suis parti du milieu spécialisé, si on veut, ou partiellement adapté au secondaire pour voler de mes propres ailes et m'inscrire dans un collège ici à Saint-Augustin, qui est le séminaire Saint-Augustin. Donc, j'ai fait mon secondaire 5 et cégep au même endroit. Ah, OK. C'est un collège privé, en fait. OK. Mais primaire, secondaire au milieu adapté, est-ce que pour toi, je me doute un peu de la réponse là, mais comme apprendre, apprendre les matières régulières, puis apprendre en plus le braille, tout ça, est-ce que pour toi ça s'est bien fait? Est-ce que ça a été
est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre, qui aimait beaucoup performer? Oui, ça s'est somme toute assez bien passé au niveau des apprentissages, donc tout ce qui est de l'académique. Et on faisait partie aussi d'un projet pilote à compter dès le secondaire 1. C'est qu'on commençait à nous intégrer par des matières comme géographie, religion en secondaire 1, avec les groupes réguliers de la polyvalente. Secondaire 2, on rajoutait secondaire 2, 3, là, 3 chimie, physique. Là, on faisait ces matières-là avec les voyants, groupes, là. avec les groupes réguliers de la polyvalente. OK. Oui. Où là, on était un par classe. Là. Tu sais, on n'était pas beaucoup de personnes handicapées visuelles, fait qu'ils nous partageaient là, dans des groupes différents. Fait que là, on vivait l'expérience de l'intégration progressive. Ce qui fait que je me sentais avoir les outils, la méthodologie pour être capable de voler de mes propres ailes là, en secondaire 5. Là. J'avais toute ma technique d'enregistrement pendant les cours, de reprise de notes le soir pour libérer mes cassettes pour que ça serve le lendemain. Les ententes avec les profs pour les examens. J'avais tout ton protocole système là, de... qui faisait que je pouvais là m'inscrire et pouvoir fonctionner en milieu voyant après coup. Mais qu'est-ce que tu trouvais, disons, le plus difficile? Tu parlais de géographie, tu parlais de chimie. Moi, c'est pas des matières dans lesquelles j'excellais beaucoup, là. Est-ce que pour toi, c'était un peu la même chose? Aller jusqu'en secondaire 5, c'était pas si mal, mais ce qui a été le plus difficile, c'est secondaire 5 en maths et la psychologie vers où je me dirigeais demandait au cégep qu'on ait 2 autres cours de maths 101, puis il me semble que c'était 307, là, les statistiques. Ah oui. Alors, statistiques, c'était pas si mal, mais les maths 101 puis les maths de secondaire 5, là, j'ai vraiment rushé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore, en tout cas, moi, je n'avais pas connu de code, le code mathématique officiel. Donc, je créais à mesure mes propres codes. Mais quand on arrivait dans les sinus, cosinus, tangentes, cotangentes, ça faisait des problèmes en braille, là, qui avaient 3 pages. À un moment donné, c'était épouvantable. Ça m'a... heureusement, j'ai eu des profs en secondaire 5 puis au collégial qui m'ont beaucoup assisté. Là, j'allais les voir dans leur bureau parce que au tableau, je m'y perdais là, dans la classe. C'était vraiment... ça a été plus difficile. Ben, je te dirais que c'est ça. Hein. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps comme en récupération puis tout ça pour essayer de rattraper puis de comprendre. Puis des fois, le professeur me faisait faire juste un problème, mais il disait, tu l'as compris, là, ça va aller, tu sais, mais... Ça va aller, oui, c'est un peu ça, oui. Et, bon, là, on parlait de secondaire, de collégial, mais quand est venu le moment où il fallait penser à ce qu'on allait faire après, est-ce que toi, tu avais déjà une idée à ce moment-là ou comment c'est venu? Ben, en fait, à un moment donné, en secondaire, j'étais en secondaire 4 et le psychologue de la commission scolaire de Charlesbourg avait entendu parler, d'abord de moi. Il savait qu'il allait avoir à me rencontrer comme les autres étudiants de ma classe. Et il avait entendu parler d'un test d'évaluation psychologique qui était fait au Japon, mais à partir du tactile, donc pour remplacer ce que dans certains tests, le Barbeau-Pinard ou de l'époque, les tests psychologiques qu'on pouvait passer à ce moment-là en secondaire 5,
les Japonais avaient tenté d'adapter un test avec des blocs qui pouvaient se manipuler, se déplacer, puis des cartes qu'il fallait reproduire. En tout cas, il avait fait venir ce test-là et il était traduit en anglais. Et il m'avait proposé de le rencontrer 5 fois. On s'était rencontrés 5 fois pour passer le test. C'était assez long. Et j'avais développé une relation vraiment sympathique avec lui. Et au bout de la 5e rencontre, il me dit, écoute, je pense que si on se fie au test, t'as des attitudes, là, tu pourrais, si tu veux, aller à l'université, t'as-tu pensé à quelque chose? Qu'est-ce qui te tenterait? Et moi, de le rencontrer, de voir que il essayait d'accompagner des jeunes qui avaient plus de difficultés aussi, j'ai dit, écoute, j'aimerais faire ce que tu fais, j'aimerais aider les autres. OK. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça me prendrait en secondaire 5 pour rentrer en psycho au cégep? Qu'est-ce que ça me prendrait au cégep pour rentrer en psycho à l'université? Puis à l'université, au bac, ça prend quoi pour rentrer en maîtrise comme note? Il dit, écoute, je te fais sortir ça. Fait qu'il a fait ses recherches. Il dit, voilà ce que ça prend comme moyenne au secondaire 5, à peu près. Ça prend ça de moyenne au cégep. Et là, moi, je me suis aligné là-dessus. C'est devenu ma cible. Puis j'ai tout fait pour y arriver. Ça a marché. Étape après étape, je m'organisais pour aller chercher les notes que ça prenait pour accéder au palier suivant. Et lui a été une grande motivation. Je le trouvais à la fois sympathique, plein de créativité, puis il m'a donné le goût de faire ce qu'il faisait. En fait, c'est ça, toute la motivation. Il était orienteur, mais aussi psychologue. Donc, il m'avait vraiment inspiré. Et ça a fonctionné. Donc, ça a été au cégep. Cégep, c'était quoi? C'était sciences humaines? C'était quoi qu'il fallait faire à ce moment-là? À l'époque, c'était sciences humaines maths, là, comme je disais tantôt. Donc, il y avait les maths. Et il y avait la biologie qui était du côté des sciences naturelles qu'on devait faire aussi pour entrer en psycho. Et ça, il est arrivé une chose que j'ai envie de partager tellement ça m'a inspiré. J'ai rencontré un prof de bio. D'abord, j'aimais beaucoup la bio en secondaire 5. Et le même prof donnait des cours au cégep en bio. Et je me suis organisé pour être dans son groupe. Et c'était avec les gens qui allaient en médecine, qui allaient vers les sciences. Là, j'étais en fait dans le même groupe que les sciences nat, même si j'avais pas chimie. Mais tout ça pour dire que ce bonhomme-là, ce prof de bio-là, ça a été un des bons enseignants que j'ai rencontrés dans ma vie. Et lui, l'adaptation, il te réglait ça assez vite. Et je donne un exemple pour les gens qui nous écoutent. À un moment donné, il devait me représenter l'intérieur d'une cellule humaine. Et il y a les ribosomes, les mitochondries, en tout cas, c'est des petites parties de la cellule. Puis là, il n'arrivait pas à me le faire comprendre de façon satisfaisante. Il dit, attends un peu, on va se faire une maquette. Il regarde autour de lui, il dit, j'ai une idée. Il a monté sur son bureau, il a enlevé une tuile acoustique au plafond. C'est comme en espèce de styrofoam, là, ces tuiles-là. Fait que là, il a pu entrer des cure-dents dans cette tuile-là. Oh, je dirais au concierge que j'ai eu un problème avec une tuile. Il me ramènera une. Fait qu'il s'est servi d'une tuile acoustique avec des bouchons de liège, des cure-dents, et il a reconstitué l'intérieur de la cellule. On a eu beaucoup de plaisir c'est pour dire qu'il y a des profs là, qui sont capables d'adaptation, même si lui avait jamais rencontré de non-voyants. Il y en a qui sont débrouillards et qui arrivent à... si tantôt je disais que des fois on en faisait trop inutilement dans les écoles parce que c'est pas toujours nécessaire, il y en a aussi qui ont le tour et qui
et qui arrivent Oui, à oui, faire qui des vont se choses. servir de ce qu'ils ont sous la main pour essayer de Oui. vulgariser quelque chose. Puis, Oui. effectivement. Et j'ai envie de le mentionner au passage parce que j'ai eu à intervenir beaucoup. Puis peut-être que ça pourra même, soit donner des idées ou en tout cas amener des pistes de réflexion pour des gens qui nous écoutent. J'ai dû intervenir dans des plans d'intégration et ça vaut dans le milieu du travail aussi, hein. Je donne l'exemple. Souvent, dans les polyvalentes, quand il va arriver un élève qui a un handicap visuel, moi, je me souviens, à Charlesbourg, on était 3 dans la polyvalente handicapée de la vue. Donc, juste à côté de la porte d'entrée, on nous a donné les 3 premières cases qui étaient là. Il y avait une rangée de peut-être une dizaine de cases. Et on nous a donné les 3 premières cases, donc, juste sur le bord de la porte, ce qui est facilitant. OK? Oui. Toutes les autres casiers étaient beaucoup plus loin et dans des corridors de casiers, là. C'était une polyvalente de 3000 élèves, là. C'était très gros, là. Oui, c'est que là, du casier, là, il y en a, puis un puis un autre, là. Mais moi, ce que j'ai connu là et ce que j'ai après ça transformé, tout comme quand on arrivait dans les classes les premières fois, avant qu'on s'introduise nous-mêmes, quand c'était décidé par les profs qui nous accueillaient, ils nous plaçaient toujours, les personnes handicapées de la vue, premier bureau, première rangée en avant à côté de la porte. Oui. Bon. C'est facile en arrivant pour trouver ton bureau, effectivement. Mais quand tu veux travailler en équipe, là, parce qu'il dit, placez-vous par 2 ou placez-vous par 3 pour la prochaine partie du cours, quand tu es en avant dans le coin, là, tu as 3 voisins potentiels. Tu en as un, mettons que tu es sur le coin gauche, tu as un voisin de droite, tu as un voisin en arrière, puis un en biais. Mais quand tu te places deuxième bureau, deuxième rangée, là, tu as 8 voisins. C'est ça, tu multiplies ta possibilité de partenaire de classe. Là. Exactement. Donc, moi, après ça, là, quand j'avais à parler d'intégration avec des profs conseils, des profs, on les appelait itinérants à l'époque, qui allaient dans les écoles, ou avec des familles qui me demandaient de les accompagner, moi, je disais à la direction d'école, quand je le pouvais, écoutez, placez l'élève, pas la première case, la 2e, 3e case, mais dans une rangée, dans un corridor où il y a plusieurs cases, ça y donne 5, 6 voisins potentiels à qui parler. Dans la classe, au moins 2e rangée, 2e bureau, vous multipliez les échanges sociaux, la possibilité de trouver des affinités. Et c'est des petits trucs comme ça. En entreprise, c'est la même chose. Si on veut s'intégrer dans un milieu de travail, puis que avec la meilleure volonté du monde, on nous isole d'un coin parce que supposément c'est plus facile, oui, ça va être plus facile la première journée, la deuxième journée, mais ça va être beaucoup plus difficile pour beaucoup d'autres choses par la suite parce qu'on va être physiquement à l'écart. Et c'est tellement vrai parce que moi, je l'ai vécu, ça, moi. Je veux dire, oui. au début, on me mettait toujours au première rangée, juste à côté de la porte, hein, puis comme ça. T'as connu ça? Ah oui, j'ai connu ça. Et c'est plus tard que c'est moi qui a dit, moi, j'irais explorer un peu plus loin, là. le côté de porte, là, je commence à l'avoir vu, là. C'est comme, tu sais, on va aller voir un peu plus du pays, là, puis tu sais, tu vois, tu l'as connu, toi aussi. Puis, il y a une autre chose qui s'est précisée pour moi avec l'expérience rendue au cégep puis à l'université, c'est que en avant, là, c'est souvent les plus tranquilles d'une classe. Oui. C'est souvent ceux qui sont plus introvertis, qui aiment moins travailler en équipe. Mais quand tu arrives vers la 3e, 4e rangée au milieu, ça, c'est ceux qui aiment être entourés, les extravertis qui s'ennuient tout seuls. Ils s'organisent pour être au centre.
Et eux, quand tu as envie de travailler en équipe, ils ne demandent pas mieux. Pour des travaux d'équipe à l'université, moi, je cherchais les plus extravertis de la classe, là, qui tripaient à travailler en équipe, qui attendaient juste ça, des occasions. Mais ceux-là sont pas en avant. C'est vrai, ça. Ils sont pas en avant parce qu'ils ont envie de parler, fait qu'ils s'isolent un peu en arrière pour être capables de chuchoter de temps en temps. Oui, socialement, tu sais, pour le travail d'équipe, puis pour la socialisation en général, c'est là que ça se passe. C'est plus propice en arrière, c'est ça. c'est vrai, par exemple, faut y penser un peu, mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est pour ça que quand on a à s'intégrer dans un nouveau milieu, peu importe au travail, au niveau scolaire, même dans des activités de loisirs, dans notre quartier, peu importe, c'est sûr qu'il y a comme une réaction spontanée de nous donner la première chaise, mais on peut expliquer aux personnes très simplement de dire, écoutez, ça va être plus facile si je suis un peu plus vers le centre pour être en contact avec les gens. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que pour eux, ils vont avec ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils s'imaginent que ça va faciliter. Mais bon, c'est pour l'intégration, c'est pas facilitant là. C'est ça. Puis c'est pas quand on est jeune non plus qu'on comprend tout ça là. C'est plus comme par la suite. Non, c'est ça là. Puis souvent, on le découvre soit pas ou trop tard ou souvent pas. Je l'ai souvent observé que peut-être que pour toi, tu as réussi à faire ça, Martin, ou moi, de mon côté, ça a été possible parce qu'on avait connu une intégration par ailleurs avant, comme je disais, dans ma famille, tout ça. Donc, j'avais une facilité, un élan naturel. Mais si on était un peu plus restreint dans nos mouvements, dans nos sorties, si on vivait avec des parents inquiéteux, un milieu familial plus surprotecteur, on n'a pas développé cet élan-là. Donc, on va être porté à garder la chaise qu'on nous donne, même si ça facilite pas les choses, là. C'est ça, hein, parce que faut aussi avoir le guts là, de dire mais moi je préférerais peut-être une autre place. Tu sais, il faut. Oui. Et ça demande de s'autoriser soi-même, de se donner la permission de parler, de parler de nos besoins, de dire s'exprimer. Que ça va être plus facilitant pour l'intégration dans le groupe d'être un petit peu plus au centre, au deuxième rangée. Puis les gens vont le comprendre en l'expliquant, mais ça demande de se l'autoriser, effectivement. Et pour ce qui est de cégep, université, est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit en dire ou si ça s'est quand même relativement bien soldé finalement? Oui, c'est sûr que c'était l'époque en 78 quand je suis arrivé à l'université de Sherbrooke. D'ailleurs, il y avait nulle part sur l'inscription, pas le certificat, mais le formulaire d'inscription, il y avait nulle part pour indiquer un handicap. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, j'ai rien mis. Et quand j'ai été accepté, je suis arrivé à la première journée d'accueil. Et là, ils ont été tous surpris d'accueillir quelqu'un d'handicapé visuel. Et il était trop tard pour me dire que il n'était pas trop à l'aise avec ça. J'étais sur place. Ouais. Puis il m'avait déjà accepté. Mais je les ai rapidement rassurés en disant, écoutez, parce que là, très gentiment, il me disait, écoute, on est heureux de t'accueillir, mais on n'a rien d'adapté, là. Je dis, écoutez, j'arrive avec mes adaptations et vous allez voir, on va trouver ensemble le moyen de. Puis là, je leur proposais
mes stratégies que j'avais déjà développées. Puis j'ai jamais eu de problème. Là. Ça s'est vraiment bien déroulé. L'intégration a été facile autant avec les profs que les élèves. Il y a eu vraiment une belle collaboration. Et beaucoup de travail, j'imagine aussi. Hein. Tantôt, tu parlais de l'anglais. J'imagine que c'était déjà comme ça. Les livres pour la psychologie, c'était beaucoup en anglais. C'était beaucoup... Oui, il y en avait quand même pas mal en français pour ce qui est du matériel scolaire. C'était beaucoup, par contre, c'était quand même une gestion assez complexe parce que il y avait la magnétothèque qui commençait qui débutait, à ce moment-là, hein? qui débutait les mêmes années que moi j'ai commencé. Et pour être en mesure d'avoir un livre en septembre, fallait que tu y penses en mars, là, puis il fallait que tu envoies 2 exemplaires pour l'enregistrement. C'était toute qu'une gestion. Et ce qui fait que c'était pas possible d'en faire enregistrer beaucoup pour ce qui est du bac. Ouais. À la maîtrise, ça avait été beaucoup plus facile parce que le bureau de Québec venait d'ouvrir et j'étais passé de l'Université de Sherbrooke à l'Université Laval pour la maîtrise. Et là, la magnétothèque était tout près et il ouvrait, donc il y avait beaucoup d'espace de temps à combler et j'en ai joyeusement profité pour... C'est ça, tu arrivais avec des gros dossiers, puis il y avait du temps pour t'accommoder. Il y avait du personnel. Mm-hmm. Ça a été une grosse chance là, pour ma maîtrise. J'ai pu faire la maîtrise en un temps quasi record. Là, autant faire l'essai, le travail d'essai qu'on avait à produire. J'avais les livres pour. Ça a été une grande bénédiction. Là. Ça aurait été plus long si j'avais pas eu ça. Effectivement, parce que dans certains cas, ça peut être pas mal plus ardu. Oui, oui. Bon, maintenant, on s'entend que on est dans une autre époque où il y a tellement de choses maintenant sur support informatique que c'est facile. Là. C'est ça. Et à l'époque, on était encore à retaper les notes, avec le Perkins Braille, là, puis le petit magnéto à chaque soir, puis ce qui n'est plus le cas maintenant. Là. Effectivement. Mais quand même, hein, réussir à faire la maîtrise quand même très rapidement, tout ça, c'est quand même... c'est pas rien là à cette époque-là. Il y a eu ces circonstances très favorables là, là qui m'ont aidé. Puis bon, c'est sûr que j'ai quand même une structure de travail assez facile pour moi là, de structurer, de planifier. Donc, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus, là. Non. Si j'avais eu un déficit d'attention, ça aurait été pas mal plus complexe, là. Parce qu'il y avait plus de choses à gérer un peu, là. Beaucoup de planification à plus long terme que mes compères de classe, là. Effectivement, qui n'ont pas à se soucier d'avoir leur matériel adapté. Puis tout ça. Non, qui n'ont pas à se soucier au mois d'avril d'avoir un document au mois d'août, septembre. Là. C'est ça, savoir prévoir à l'avance comme ça. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après l'université? Parce que là, on tomberait comme dans le vif du travail. Oui, après l'université, j'ai parti mon bureau, ma clinique privée. OK. Et assez rapidement, la même structure, là, c'est toujours la même aisance que j'avais à aller vers les clients de mes parents, la même aisance pour aller à l'école. Quand est arrivé le temps de partir mon bureau, je suis allé visiter toutes les cliniques médicales. J'ai d'abord commencé dans un petit village là, à 10 minutes, en banlieue de Québec, pour les 3 premières années de pratique. Et j'avais fait le tour des 5-6 cliniques médicales qui pouvaient être des référents, rencontrer les médecins,
établir une collaboration avec eux. Et ce qui fait que j'ai réussi assez rapidement à avoir une clientèle là, suffisante pour... j'ai été assez rapidement jeune père de famille, puis je pouvais faire vivre la famille là, assez rapidement. Et ça l'a grandi tranquillement. J'ai vécu à un moment donné une séparation. J'avais déjà 2 fils. J'ai rencontré une autre personne avec qui je suis encore après 35 ans maintenant, ou presque. On arrive à 35 ans où on a eu une fille. Donc, père de 3 enfants. J'ai été vraiment chanceux de pouvoir être même le salaire principal là, de la famille pendant toutes ces années. Et j'étais tellement heureux de ça qu'après 15 ans de pratique, à l'âge de 40 ans, je me suis grandement posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les personnes handicapées visuelles à se rapprocher ou intégrer le marché du travail? Parce qu'avant ça, tu ne pratiquais pas avec les personnes handicapées visuelles principalement. Non, c'était une clinique. Non, c'était uniquement une clientèle. Je dis uniquement. C'est sûr que je collaborais, là, comme je disais tantôt, de temps en temps, une famille pouvait me demander de les aider à intégrer leur enfant à l'école, ou je pouvais de temps à autre, disons peut-être là, 5% de mes interventions pouvaient être en déficience visuelle, mais sans plus. C'est ça. C'était surtout pas... avec une clientèle voyante. Mm-hmm. Il y a avec Mira, j'étais allé me chercher un chien guide, et il y a avec Mira où on avait monté des ateliers pour la désensibilisation de la peur des chiens aussi. Bon, pour autant les personnes handicapées de la vue que on s'en servait aussi pour aller chercher des fonds en offrant entre autres, je me souviens, à des facteurs, à des gens à des livreurs. OK, oui, des contacts des fois avec des chiens. Oui, c'est ça. Fait qu'on avait offert ces ateliers-là là, en collaboration avec Mira, où là, il y avait un lien avec la déficience visuelle. Mais après 15 ans de pratique, je me suis vraiment arrêté et en regroupant d'autres personnes intéressées aussi, on avait mis sur pied un organisme qui s'appelait à l'époque l'Institut DCE, où on a offert une première formation comme agent de centre d'appel. OK. En 97, donc il y a plus de 20 ans, là. Et je me souviens, même il y a des gens de Montréal qui étaient venus visiter, qui avaient regardé notre projet, qui avaient reparti un projet semblable, Gilles Ouellette et Adam sur la rive sud de Montréal. Au SDEM, là, ça c'est... oui. C'est un projet auquel j'ai participé, ça. C'est vrai? Oui. Avec Gilles, oui. Comme agent de centre d'appel? Oui, exactement. J'ai fait en 2002, je crois. C'est ça. Il avait suivi notre projet de près, là, Adam, Gilles, puis bon, il avait reparti. Puis eux, nous, on l'a fait 1 an. Après, on n'avait pas assez de clientèle pour le reprendre. Et eux avaient assez de clientèle pour faire... ils l'ont fait quand même quelques années. 5-6 ans, certains. 5-6 ans. Mm-hmm. Après ça, nous, entre autres, avec Pierre Saint-Onge, que tu as interrogé, que tu as reçu à ton micro, il n'y a pas si longtemps. Non, effectivement. Avec Pierre, pardon? Effectivement, fin janvier. Fin janvier, bon, avec Pierre, on avait adapté le programme de formation en massothérapie au centre de Pierre pour ce qui était de la formation technique en massage, puis tout ce qui était de la formation personnelle, confiance en soi, estime de soi, intégration au marché du travail. Ces ateliers-là se donnaient à mon bureau pour les groupes là, qui suivaient les cours de massothérapie. Alors,
On a formé quelques personnes individuellement, puis 5 groupes là, qui avaient suivi entre fin des années 90 et 2008. Là, il y a eu 5 cohortes de 8 personnes. Et ça a été une façon là, pour moi de redonner au prochain, c'est-à-dire de tenter de donner la chance à des personnes handicapées de la vue de se rapprocher du marché du travail. Et il y en a plusieurs qui ont soit vraiment gagné leur pain avec ça ou en faire au moins un revenu d'appoint. Et comment je pourrais dire, parce que c'est bien parce que c'est des milieux qui sont accessibles aux personnes non-voyantes, qui sont capables de pratiquer dans ces milieux-là. Oui. Mais souvent, on entend qu'il y a, je me rappelle plus c'est quoi le pourcentage exact, là, comme genre, je pense 40% des personnes non-voyantes qui travaillent, là. Et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Est-ce que les gens se dirigent mal dans des milieux qui sont moins accessibles? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se dirigent plus dans des milieux qui sont moins accessibles? C'est une très grande question. Une très grande question que je pose aujourd'hui, mais j'en profite parce que j'ai un psychologue là pour m'aider à comprendre c'est quoi qui est difficile maintenant, peut-être plus. Ben, il y a pas une réponse simple. Des bribes de réponse qui me viendraient, c'est d'une part, depuis, je dirais, des années fin 90, où on a intégré tous les jeunes en milieu scolaire régulier maintenant. Oui. Et une des particularités de leur parcours qui est pas facile, c'est que ils sont souvent les seuls handicapés de la vue dans leur école, donc bon, tout le monde apprend un peu à composer avec eux. Eux apprennent aussi à fonctionner tant bien que mal dans ce milieu-là, avec une insuffisance de ressources très souvent. Donc, il y a beaucoup d'adaptations qui tardent. Justement, les livres arrivent tardivement. Et ça crée beaucoup d'espace où les profs, bon, avec une bonne volonté, vont combler un peu. Bon, ben écoute, t'as pas ton équipement pour l'examen, ben je vais te donner un petit peu plus la moyenne ou je vais te poser 3-4 questions. Bref, les jeunes, finalement, accumulent au fil des années des lacunes au niveau des apprentissages. Et le fait qu'on leur donne un local personnel où ils peuvent se retirer aussitôt qu'ils le veulent, qu'ils le souhaitent, quand c'est trop difficile en classe, ça devient vite, pour le jeune, c'est sûr que sur le coup, il peut pas lui-même ou elle-même mesurer l'impact de ça, mais ça devient des passe-droits qui font que plutôt que d'apprendre à faire face aux obstacles, on apprend à se retirer ou à contourner. Et on arrive souvent, les jeunes arrivent fin de secondaire avec des lacunes au cégep, sont vraiment perdus et tout leur parcours scolaire s'est fait dans le sens où on répondait à leurs besoins, où on leur disait, ben attends, le centre de réadaptation va venir, le prof conseil ou le prof maintenant, c'est le prof conseil, je pense que jadis c'était le prof itinérant là, qui vient 6 fois par année dans la classe. Bon. Alors, tout ce beau monde-là sont pleins de bons intérêts, de bonnes intentions, mais et ce qui fait que le jeune arrive au niveau adulte, a pas beaucoup développé son initiative de répondre à ses besoins ou d'adapter le milieu lui-même. On l'a toujours fait pour lui. Quand il arrive en entrevue d'embauche, quand le jour où ça arrive,
puis qu'on lui dit, ben comment tu penses que tu vas faire telle tâche au téléphone ou à l'ordinateur? Ah ben là, je sais pas, mais on demandera Au au centre centre de de réadaptation. réadaptation. Fait que c'est pas très convaincant pour un employeur qui est déjà un peu inquiet et préoccupé par ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire pour adapter le poste à cette personne-là? On veut l'accueillir, mais puis que la personne elle-même est un peu démunie face aux questions qu'on lui pose, puis réfère à d'autres, ben c'est pas rassurant et ça rend l'intégration. C'est un des éléments importants, moi je trouve, c'est que comment dire, les habiletés sociales sont vraiment primordiales. Puis on n'en tient pas assez compte au niveau scolaire. On s'occupe des matières, mais on s'occupe pas d'équiper le jeune à faire face aux questions qu'il va se faire poser sur le marché du travail. Parce que je pense Fait que tu qu'il as dit... arrive démuni. Oui. Parce que je pense que tu as dit quelque chose aussi d'important. Tu sais, on parlait tantôt tu sais, de la place qu'on allait occuper dans la classe. Oui. Tu parlais du local ou d'un local personnel que l'étudiant a. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'y réfugiaient, pas seulement quand c'était difficile en classe, mais des fois aux récréations, au dîner, un peu. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 t'as raison. Ça, je l'ai remarqué beaucoup parce que j'ai fait des projets là, qui m'ont amené à visiter les polyvalentes à un moment donné. Puis, t'as tout à fait raison. Le jeune ou la jeune, par par insécurité, oui, finit par passer ses pauses puis manger toute seule à son local. Puis, ben voilà, ben oui, ça crée un isolement là. Que nous, on n'avait pas parce qu'on n'avait pas de local. Fait qu'on était lâchés lousse dans dans Polyvalente, puis fallait se trouver une place à travers les autres. Mais donc, ce qu'on pourrait dire, pour résumer, c'est que il y a beaucoup de surprotection, malheureusement, dans ce sens-là, qui dessert les jeunes, qui sont moins jeunes maintenant, mais je dirais depuis une trentaine d'années que ça fonctionne comme ça au Québec. C'est une des raisons pourquoi les jeunes ou les gens arrivent dans la vie adulte pas toujours préparés. Alors qu'on veut bien faire en les intégrant le plus tôt possible, mais il y a un côté malheureusement qui dit, deux côtés même. Il y a un manque de ressources qui fait en sorte qu'il y a comme un retard qui peut s'accumuler, et il y a l'aspect social aussi, là, puis l'aspect de pas trop savoir qui va faire quoi par après, puis d'être moins en mesure d'amener soi-même des solutions. Oui, et je salue tous les activités que l'ACPEV peut proposer, les activités que la Fondation des aveugles de Montréal pour les jeunes ados, pour qu'ils se rencontrent. Il y a eu des initiatives à l'IRDPQ ici à Québec aussi, de camps d'été dans le Maine pour les jeunes ados. On a fait des ateliers avec le CQPA, là, nous à Québec, à un moment donné, une fin de semaine pour que les jeunes se rencontrent. C'est important aussi de pouvoir se mesurer avec d'autres qui vivent la même réalité que nous, comme pour sentir une complicité aussi, je sais pas, t'as certainement vécu des occasions, les gens qui nous écoutent aussi, je prends comme exemple les tournois d'échecs qu'on a annuels à Montréal, à Québec, où on se retrouve une trentaine, voire même des fois 40 handicapés de la vue, passer 3 jours ensemble pour jouer aux échecs. Mais il y a une espèce de complicité là
une compréhension les uns des autres. Il y a des farces, il y a des blagues qui se font, on se taquine, qui ne peuvent se faire que dans ces contextes-là. Sinon, c'est pas à propos ailleurs. Bon. Et, et il y a, ça fait du bien. Il y a comme même si de mon côté, je pourrais dire que j'ai la grande chance de me sentir intégré. Je suis même gestionnaire là, de la clinique avec ma conjointe. On est gestionnaire de la clinique où on travaille. Et puis c'est tous des psychologues voyants. Bon, je me sens intégré. Mes 3 enfants sont voyants. Et je me sens pas à l'écart de la société aucunement. Ben, même dans un contexte que je pourrais dire comme le mien, qui je suis plein de gratitude parce que c'est un contexte favorable. Ben, même là, c'est vraiment nourrissant que de se retrouver une vingtaine de personnes handicapées visuelles pendant 2 jours. C'est reposant. Il y a quelque chose de reposant d'arrêter d'être dans l'adaptation parce que ces fins de semaine-là, tout est adapté. Il y a des bénévoles qui nous aident. Tu n'as pas besoin de les chercher. Il y a aussi quelque chose de reposant momentanément. On s'entend que c'est une fin de semaine par année. Là. Oui, mais il existe quand même d'autres endroits où on peut vivre des activités avec d'autres personnes non-voyantes, même si c'est pas comme des fins de semaine complètes ou quoi que ce soit. Tout à fait. Et je remarque, parce que là, je parle beaucoup avec des gens de Québec, je remarque qu'il se passe beaucoup de choses à Québec. C'est très, ça a l'air vraiment très intéressant. Et à Montréal, sur la rive sud, il y en a aussi. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu de jeunes, parce qu'on dirait que les jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher. C'est quelque chose que j'ai remarqué. On est peut-être en train de trouver comme une piste de réponse aujourd'hui, là. Ben, c'est sûr que de les intégrer, les échecs sont un exemple parce que il y en a de temps en temps qui se greffent des plus jeunes. Le Gold Ball a permis à des jeunes de s'intégrer. Oui, il y a des passerelles mais c'est à encourager. Donc, comme de trouver l'équilibre sans que ça devienne des ghettos, on s'entend, où la personne pourrait, entrer dans un certain confort, mais qui l'amènerait vers un peu d'isolement. Donc, d'avoir certaines activités avec d'autres personnes handicapées visuelles, ça peut être super nourrissant. Et par ailleurs, ben, on est intégré dans le reste de notre vie, là. Il y a rien qui empêche d'aller chercher certaines choses, certains aspects qu'on trouve pas dans une intégration avec des personnes comme nous qui vivent les mêmes choses, comme tu disais tantôt, qui sont adaptés, qui a des bénévoles et, comme tu disais, qui a un aspect social qui peut embarquer là-dedans. Là, tu parlais de blagues, tout ça, mais tu sais, c'est plus facile de faire des blagues qui concernent, admettons, les non-voyants avec d'autres non-voyants que avec une autre gang de voyants, là, qui... Oui, il y a des blagues que, c'est contextuel, ça n'aurait pas de sens ailleurs que d'un contexte comme celui-là. C'est ça. Puis, mais bon, ça reste une nourriture très importante. Il y a un autre point que j'aimerais qu'on parle un peu, étant donné que ça fait comme plus d'1 an là qu'on est en confinement. On entend beaucoup dans les médias que, bon, forcément, psychologiquement, c'est difficile pour les gens, pour la population en général, que les gens se cherchent des psychologues ou des aidants au niveau de la psychologie. Là, je cherche un meilleur mot, là, mais je pense qu'on comprend.
Pour toi, en ce moment, est-ce que c'est une période très occupée? C'est une période où on sent une certaine détresse psychologique? Ah, tout à fait. Ça fait quand même quelques années, moi, que je suis amené avec, ça va bientôt faire 40 ans que je pratique, donc euh, j'avais à fonctionner ces dernières années avec une certaine liste d'attente, mais à partir de l'été passé, ça l'a explosé. Les gens à qui je réfère quand moi je peux pas les prendre ont tous des listes d'attente aussi. C'est vraiment particulier. C'est du jamais connu pour les psychologues d'expérience. Là, on n'a jamais connu semblable demande là, de la part du public en général. Et pour ce qui est de la déficience visuelle en cas de pandémie, ben il y a eu des interventions publiques de fait par des organismes, par des individus pour venir mentionner comment c'est pas évident et je pense que chacun on a pu le vivre à notre niveau. Moi je sais que bon je demeure dans un quartier où mon bureau est dans une rue commerciale où tous les commerçants se connaissent. C'est très facile pour moi en temps normal, mais là avec le contexte COVID, c'est stressant d'aller dans un commerce, dans la petite épicerie du coin. D'abord, on peut pas toucher. Gros problème quand même en partant. C'est un problème quand tu vois pas, ça commence à... Là, ça fait 2 handicaps. En plus de sentir que certaines personnes qui sont plus craintives, font le tour grand où ils veulent t'aider, mais ils t'aident tellement de loin qu'avant qu'on se comprenne, c'est pas évident. C'est pas... ça facilite pas là non, ça facilite pas ce qui peut déjà être complexe là. Fait que pour les gens qui, comme on en parlait tantôt, pour qui c'est un peu plus difficile de sortir, d'aller vers les autres, ben là c'est un contexte qui vient de rajouter une couche là de préoccupation, d'inquiétude supplémentaire et ouais, c'est de stress ou de ne pas avoir nécessairement envie de sortir puis de s'isoler peut-être encore plus. Ben oui, puis la nature humaine est ainsi, hein, plus on s'isole, plus on est porté à s'isoler, c'est comme une spirale. Puis ça devient plus. Je me souviens, il y a à peu près un mois où ça faisait longtemps là que je n'étais pas allé à l'épicerie. C'était ma conjointe qui avait là ces dernières semaines fait ça. Puis quand je suis retourné, je m'en allais vers l'épicerie, puis je sentais que j'étais stressé intérieurement. Je me disais, mais voyons donc, je suis allé là, je sais pas combien de centaines de fois, puis je le sentais, je me sentais tendu, je me sentais crispé. Puis j'avais à me parler tout le long du trajet, là, hein, on calme, ça n'a pas de bon sens, là. On se calme, mais je le sentais, je sentais le stress. C'est ça, c'est vraiment une situation jamais vécue. Hein. C'est très difficile de le vivre, de voir comment tout le monde le vit, comment tout le monde le perçoit, comment tout le monde s'en sort un peu, là. Ben oui, puis dans les 4 grands facteurs de stress qui touchent les humains, si on les passe rapidement, tout ce qui est nouveau est stressant pour un humain, même le nouveau souhaité, tout ce qui est imprévu pour un humain, c'est stressant. Tout ce qui nous apparaît, du moins, comme étant hors de notre contrôle ou qu'on vit de l'impuissance, c'est stressant. Puis tout ce qui peut atteindre à notre intégrité, soit physique ou morale, notre réputation, ces 4 grands facteurs-là, là, on les retrouve dans la pandémie. Quand on sort et on voit pas ces temps-ci, là, oui, il y a du nouveau parce que quand on rentre quelque part, tout à coup, il y a un plexiglas qui n'était pas là, il y a
une bonbonne à produits désinfectants pour les mains qui n'étaient pas là, qui ont mis dans le milieu de la place. Il y a Ouais, du nouveau, mais quand on la cherche, des fois, cette bonbonne-là, ça peut être compliqué aussi, hein. Quand on nous dit de se laver les mains en entrant, puis que la pompe est juste là, mais des fois, on peut la chercher longtemps. Oui, c'est juste là sur votre droite, ouais, mais là, est-ce qu'elle est à la hauteur du nombril? Est-ce qu'elle est à la hauteur du coude? Bon, et puis ben c'est ça. Puis l'échange, là, le sac, la monnaie, la carte, si on paie avec Visa, bon, on désinfecte la carte, reprend la carte, désinfecte l'autre main pour la monnaie ou en bref, c'est pas simple avec la canne, là, en toujours ça en tenant la canne, tant bien que mal. C'est ça. En plus de tout le reste qui était déjà là. Alors, Mais bref, hein, je pense qu'on va s'en sortir. oui, pense ben que... oui, sûrement, sûrement. Et ben écoute, Martin, je tiens à respecter ce que tu me disais comme consigne par rapport au temps. Je pense qu'on est peut-être en train de dépasser. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que tu considères qu'on pourrait peut-être en bref aborder ou Ben, moi, je pense que je pense qu'on a fait sûrement un très beau tour d'horizon. Bon, c'est sûr et certain que tu as trouvé ta voie rapidement. Ça fait déjà plusieurs années que tu pratiques. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aimerais peut-être, pour terminer, nous dire? Ou si on a fait quand même déjà un bon tour? ben, je pense qu'on a fait un bon tour, puis mon souhait c'était d'élargir un petit peu l'expérience personnelle là, pour des fois donner peut-être des éléments plus larges. Ben, euh, disons inspiré par notre échange et par ce qu'on a abordé, je dirais que ben moi j'encourage toutes les personnes les jeunes, entre autres, à s'inscrire dans des activités avec d'autres de leur âge qui peuvent avoir une déficience visuelle, comme pour expérimenter cette collégialité et aux parents, ou bon, d'accompagner les jeunes, de les aider à risquer d'explorer les relations interpersonnelles avec les autres, de d'aller chercher les points d'appui pour vraiment, ça vaut pour n'importe quelle personne, mais ça, entre autres pour les personnes vivant avec une déficience visuelle, ça nous demande de développer notre capacité de tolérer un certain malaise et d'avancer pareil. Donc, c'est pas parce qu'on se sent mal qu'on est obligé de figer et de rester chez nous. On peut, oui, des fois se sentir mal, c'est humain, mais la vague passe et on se sent mal. Je donnais l'exemple tantôt, en m'en allant à l'épicerie il y a à peu près un mois, ben je me sentais mal, donc j'aurais pu retourner à la maison puis dire ben là je me sens trop mal. Ben non, on peut se sentir mal et aller à l'épicerie même si on se sent mal. Essayer de La passer foi, un peu par-dessus là, ce ben, malaise. l'intégrer, oui, je me sens mal, mais en le faisant 2, 3, 4 fois, ben, je vais me sentir moins mal. Donc, aller vers les autres, oui, c'est un risque et on se sent pas, on sent la gêne, on sent l'anxiété de, si je rentre dans la salle, il y a déjà quelques personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire en me voyant, qu'est-ce qu'ils vont me dire qu'est-ce qu'ils vont se dire si je cherche ma chaise, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça peut nous venir, inévitablement, on y pense, ben on vit avec. On entre quand même dans la salle, puis on vit notre gêne, on l'accueille, et plus on va l'explorer, moins elle va prendre de place. En d'autres mots, si on attend de se sentir bien pour agir, ça se peut qu'on fasse pas grand-chose.
et que des fois, on a à passer par-dessus un certain malaise, mais qui va nous amener tellement plus loin. Ben, je pense que c'est une belle piste de solution peut-être pour ceux qui ont besoin des fois un petit peu d'encouragement des fois pour. Oui, d'un coup de pouce, Oui, puis souvent c'est humain ça aussi d'avoir besoin d'un coup de pouce de l'extérieur. Ben Martin, si on est capable de donner un petit coup de pouce à quelqu'un ce soir, moi ça me fait plaisir. Ben moi aussi, parce que c'est un petit peu pour ça que j'avais décidé de commencer à faire le projet il y a 160 émissions. Je pensais pas d'en faire autant. Ça entre directement dans t'en es un des moteurs de résilience ou des moteurs des exemples. Ton émission est un exemple de comment on peut s'entraider et bravo à toi. Bien, un gros merci d'avoir accepté d'y participer, de nous amener, je pense, des points de vue très intéressants, comme je le disais, des belles pistes de solutions, des parties de réponses très intéressantes. Ben tant mieux, puis on va souhaiter ensemble que ton émission fasse un grand bout de chemin, puis que ça puisse accompagner le plus grand nombre de personnes possible. Bien, on le souhaite et je te remercie. Ça me fait plaisir et bonne fin de pandémie à tous. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!